Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, sortez vos cahiers, on se retrouve pour le 21 mai. Alors le 21 mai, c'est le jour de l'hémérocale. Qu'est-ce que c'est que l'hémérocale? Bah c'est une plante, super la vie, voilà. La famille des Liliaceae, c'est sa classification classique. Alors, en plus, il y a différentes classifications, bah, super. Voilà, les fleurs de ces plantes sont de couleurs de formes très diverses, bon, ça c'est bien. Elle est souvent appelée la plante vivace parfaite en raison de ses couleurs vives, sa capacité à tolérer la sécheresse et à prospérer dans de nombreuses zones climatiques différentes tout en nécessitant de peu d'entretien. Bon, au moins, elle a quand même quelques qualités, hein, cette plante. Hein. Sujet de tableau pour Claude Monet, donc Claude Monet on en a déjà parlé. En plus, c'était à cause d'une fleur, donc vraiment ce mec a passé son temps à peindre des. Oui, c'est vrai, en fait, Claude Monet, ouais, voilà, le mec, il peignait en fait tout ce qu'il voyait, quoi. Donc, il a pas mal peigné les trucs naturels et tout. Ouais, bon, c'est quand même un homme à respecter. Hein. Lieu où Claude Monet a vécu et peint. Donc Algérie, Oslo et Venise. Bon, pourquoi pas. D'accord, ouais, donc il est un peu allé à pas mal d'endroits, évidemment, dans plusieurs endroits de la France, parce qu'il faut quand même savoir que la France, c'est un pays au climat plutôt bizarre, avec des climats différents selon la position géographique. Ce serait quand même bien de ne pas l'oublier. Hein. Voilà. Laisse se répandre l'idée qu'il ne peint que sur nature. Mon atelier, mais j'ai jamais eu d'atelier, moi. Ouais, donc en fait, il a pas d'atelier, lui, voilà, tout ce qui. Ouais, en fait, il s'assoit quelque part, il regarde et il décide de peindre. Il n'y a pas d'atelier. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, en plus, avec ses fameuses nymphéas, voilà. Il a eu du mal à comprendre ces nymphéas, alors qu'à la base, il les avait que plantées pour le plaisir. Donc il faisait un truc comme ça, puis hop, il s'est dit, oh, faut que je fasse un tableau. Vous imaginez, vous êtes Claude Monet, vous allez aux toilettes, alors vous y allez pour le plaisir, puis vous faites un tableau des toilettes, avec votre caca à l'intérieur. Ah bah ça, c'est la vie de Claude Monet. Ouais, 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 voilà, on parle de caca. Hein, pourquoi pas. Bon, donc les liliacées, voilà, une famille de plantes, généralement à bulbes, une des plus importantes familles sur la classification de conquiste, des fleurs connues comme le lys, le muguet de mai, la hyacinthe, la tulipe, type de qualité quand même, la muscarie et la narcisse. Voilà, on a pas mal de plantes de qualité, voilà, qui sont classifiées, hein, voilà. Bah, pour tous ceux qui aiment bah, la biologie, bah, vous regardez ça. Hein. Et donc là, ici, on a les lys, pas mal. Bon, je vais regarder s'il y avait les fleurs de lys, voilà. La fleur de lys, ça c'est quand même une figure plutôt connue hein, de l'histoire de France. Hein, voilà, un meuble héraldique. Ouais, donc c'est ce qui se met sur un écu. Des quatre figures les plus populaires avec les multiples croix, l'aigle et le lion. C'est vrai que l'aigle, on en voit quand même dans pas mal de trucs, hein, les aigles. Les trucs allemands, le drapeau de l'Albanie, l'Allemagne, même la France. Hein, voilà. Dès qu'il y a un aigle, tu sais que c'est pas très sympa. C'est plutôt violent. Puis aussi, on a le lion, voilà, le lion rampant. Mhm, 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 mhm. Bon, bref. C'est quoi ça? Qui a osé? Qui a osé faire ce truc? C'est la province de Lucca. Peut-être Lucca. Bon, alors écoute, moi je trouve que ça c'est pas possible. Maison d'édition italienne. La ville de Lucca. Donc voilà, ça c'est la ville de Lucca qui a osé faire ça. Donc voilà, l'Italie. Donc dans la Toscane, donc voilà, c'est plus à l'ouest. Donc voilà, elle fut autrefois, avant la réalisation de l'unité italienne, une ville libre, puis la capitale de la principauté souveraine. Voilà, c'est vrai qu'avant c'était une ville libre, donc ça c'est quand même plutôt sympa d'être libre. Bon, maintenant elle est plus trop libre. Elle a eu le prix de l'Europe en 1955. Qu'est-ce que c'est que le prix de l'Europe? Distinction à des communes qui ont réalisé des efforts exceptionnels pour propager l'idéal d'unité européenne. De quoi? L'idéal d'unité européenne? Ouh là là, là, c'est quoi ce truc? Donc c'est la ville, voilà, qui fait genre, ouais, l'Europe c'est un seul pays. D'accord, bah, sachez que donc le prix 2018 du prix de l'Europe, ça a été adressé à Ivano-Frankivsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Cette population est 233 000 habitants, voilà, super. D'accord. Pour honorer l'écrivain Ivan Flanko, à l'occasion. Ah ouais, d'accord. Donc en Ukraine, on change le nom des villes pour célébrer des écrivains. Ça, c'est abusé, ça. Donc, Ivan Flanko, voilà, il est né à Lviv. Lviv, ouais, c'est une autre plus grande ville de la partie occidentale de l'Ukraine. D'accord, ouais, bah c'est plutôt bizarre. Bah, j'espère que quand même Ivan Flanko a vécu là-dedans parce que bon, quand même, je sais pas, c'est quand même bizarre de changer le nom d'une ville juste pour un mec. Bon, après, ça prouve que c'est un homme important. Donc voilà, critique littéraire et social, écrivain poète ukrainien, ethnographe, militant politique et traducteur en ukrainien des œuvres de Shakespeare, c'est quand même Byron, donc ça c'est un anglais, Dante, bah, l'italien qui a fait des trucs sur l'enfer, Hugo, donc un
un écrivain français de qualité, Goethe aussi, un écrivain allemand, et Schiller, que je ne connais pas, qui voilà, était un des grands classiques de la langue allemande, donc aussi un allemand, mais bon, du Saint-Empire, quoi. C'était pas encore l'Allemagne unifiée, pas d'amalgame. Démocrate révolutionnaire, fondateur du mouvement socialiste en Ukraine. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Et avec Taras Shevchenko, il est l'un des auteurs les plus influents de la littérature et de la pensée politique ukrainienne au cours des 19e et 20e siècles. Son œuvre monumentale a fait de lui une grande référence de la littérature ukrainienne. Ivan Flanko, bah, très bien, pourquoi pas, hein. Bon, il a les cheveux bouclés, une moustache de qualité quand même, on le reconnaît bien, quoi. Voilà, et une ville comme ça de 200 000 habitants, quand même, c'est quand même pas n'importe quelle ville, hein, quand même, a été renommée en son nom, bah pourquoi pas, après tout. Parce que le mec est né en Autriche. Ah oui, mais après, oui, je suis un peu débile, hein. C'est vrai qu'à l'époque, l'Ukraine, ça existait pas trop. Ça existait pas trop. C'était pas un truc qui existait. Hein, c'est des choses qui arrivent, faut pas l'oublier que les pays étaient très avant, j'arrête pas de le dire. Regardez le socialisme qui est partout. Oh là 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 là, regardez ça. Bon, on va pas aller là-dedans. Bon, en tout cas, Ivan Flanko, voilà, c'est un homme de qualité quand même à respecter, voilà, qui a été à l'Empire d'Autriche et à l'Autriche-Hongrie. Donc, mais il était surtout, voilà, surtout ukrainien, parce que bon, l'Autriche-Hongrie, c'était un bordel en termes de langue. Enfin, il y avait tellement de nationalités différentes, les Yougoslavies, enfin les pays yougoslaves, ça en fait beaucoup, l'Ukraine, comme on l'a vu, et les Allemands aussi. Donc une des 4 langues, voilà, donc l'ukrainien, voilà, et 3 autres. La famille orientale des groupes slaves, de la famille des langues indo-européennes, les 3 autres étant le biélorusse, le russe et le russe et qu'au plus. L'ukrainien, la langue officielle de l'Ukraine, bon, ça c'est quand même sympa à retenir, hein. Ah, les langues indo-européennes. Donc ça, c'est une famille de langues ayant pour origine ce qui est convenu d'appeler le indo-européen. Bon, en gros, c'est toutes les langues que vous parlez, hein. Si vous parlez une langue, c'est très sûrement celle-là. Sérieusement, c'est abusé. Ça, c'est l'abus. Enfin, quand on se dit ça, on se dit quand même il y a une destruction des cultures, hein, parce que bon, ici, je sais pas si l'indo-européen était très là, quoi, hein. C'est un peu dommage quelque part, hein, qu'on perd plein de dialectes pour juste une dizaine de langues au final qui sont parlées partout. Il y a que bon, les pays arabes, bah, l'Extrême-Orient, si on oublie ça, là, la Russie, qui parlent leur langue. Quelque part, c'est un peu triste, non? Ouais, donc là, des hypothèses, c'est vrai qu'après, on sait pas, c'était quand même il y a longtemps, donc ouais, c'est un peu propagé partout. Oh! Donc, distribution actuelle des branches indo-européennes de leur terre d'origine en Europe et en Asie. Donc l'albanais, je suis pas trop d'accord, les Arméniens, les langues baldo-slaves. Il y en a quand même pas mal, hein, des slaves, les langues celtiques, hein, évidemment. Les langues celtiques, c'est ça les langues celtiques? Ouais, bah c'est pas des langues indo-iraniennes là-bas. Ah, bah ça, les langues celtiques, bah c'est pour les pays latins. C'est vrai que les langues latines, enfin, on compte souvent voilà, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, on dit que ça se ressemble beaucoup. Genre, l'espagnol, tu mets des O et des A partout et c'est du français. Mais après, il y a juste une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que le roumain aussi. Ouais, en Roumanie, on utilise bien l'alphabet latin. Donc si vous allez dans des pays genre en Ukraine et tout, vous allez rien comprendre. Mais si vous allez en Roumanie, vous allez avoir la chance quand même de comprendre certains mots et trucs. Ça, c'est quand même une des qualités de la Roumanie. Un pays quand même à respecter beaucoup. Et donc, ouais, bah, là, c'est dans ce genre de choses qu'on sent bien la colonisation et que, enfin, même des siècles après, la colonisation a laissé quelque chose d'énorme, hein. Anglais, espagnol, portugais, néerlandais ici. C'est quoi ça? C'est pas le Guyana, ça? Non, je crois pas. Peut-être le Suriname. Ouais, le Suriname. Ça, c'est le Guyana et ça, c'est la Guyane française. Et là, le français. Quand on voit cette carte, on voit qu'il y a eu un certain échec, hein, de la colonisation française en Amérique, hein, que ça a un peu mal fini. Bon, ça a plus réussi en Afrique, hein. Voilà. Enfin, après s'implanter. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Oh, non, mais attendez, mais c'est l'abus. Regardez ça. Ça, c'est l'arbre des langues indo-européennes. On va descendre un peu. D'accord, donc là on a des langues germaniques, de l'ouest, de l'est, Dutch, l'English qui est ici, ça c'est quand même sympa, on a découvert une langue connue, le Polish, le polonais, le Czech, ça c'est plus des langues d'Europe de l'Est, et là plus des langues d'Europe de l'Ouest, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que quand on apprend des langues, genre un Français qui apprend l'anglais, bah, concrètement c'est pas apprendre une langue, hein. Enfin, je veux dire, il y a tellement de mots qui se ressemblent, qui sont pareils. En prononciation, presque toutes les lettres se ressemblent, c'est le même alphabet. Il y a tellement de choses à dire. Les conjugaisons, c'est les mêmes. Il y a des mots, il y a des verbes. Enfin,
il y a des genres grammaticaux qui sont pareils, quoi. On apprend quand même des langues qui sont extrêmement ressemblantes, hein. Si un jour, genre, vous essayez d'apprendre une langue d'ici, vous allez galérer, hein, par rapport à apprendre juste l'anglais, hein, parce que c'est juste là. Ça, c'est quelque chose, franchement, qu'il faut jamais oublier, hein, que les difficultés sont toutes relatives, hein. Mais c'est quand même très intéressant, les langues. Regardez tout ce qu'il y a eu là. Germanique commun. Après, c'est vrai que il y a pas juste l'allemand, il y a plein de langues allemandes, parce que c'est super compliqué. Et après, le problème, c'est qu'avec le 19e, 20e siècle, par exemple en France, quand la France, avec la République a totalement enlevé tous les langages régionaux et tout, c'était bien plus dur d'apprendre sa langue. Et donc là, on a commencé à tous parler français, et c'est quelque part quelque chose qui a marqué vraiment l'appartenance à la nation française et trucs comme ça. Et du coup, les langues régionales sont aujourd'hui beaucoup moins parlées, mais il y a même un certain endroit où elles sont plus du tout parlées. C'est triste quelque part. Bon, après, au moins c'est plus facile, parce que comme ça, on se comprend tous. C'est un débat qu'on peut avoir, hein. C'est quand même plutôt compliqué. Donc voilà, en tout cas, très très intéressant tout ça, hein. Tout ce qu'on a vu. Bon, il est déjà 11 minutes. Tout ça à cause d'une fleur. Alors ça c'est vraiment abusé. Bon, qu'est-ce qu'on a? Référendum sur l'indépendance du Monténégro, approuvé par 55% des votes. Donc c'était à 13 ans. Donc il y a 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, résultat par municipalité. Bon, le Monténégro veut adopter son indépendance, voilà. Organiser son référendum. Ouais, donc un référendum. Non, un référendum, c'est on demande au peuple ce qu'il veut, puis après le peuple il accepte. Et voilà, le oui l'emporte avec 55% des voix, un taux de participation 86, donc ça reste plutôt net, quoi. Voilà. Puis après, ouais, donc c'était indépendance de la Serbie. Voilà, avec le Parlement du Monténégro. Donc le Monténégro, déjà, qu'est-ce que c'est? Le Monténégro, c'est un pays. Oh! Un aigle! Bah, je pense que pas beaucoup d'entre vous connaissent ce drapeau, donc ça c'est quand même bien de le connaître, hein. Voici le Monténégro, donc un aigle bicéphale, ça veut dire qu'il a deux têtes. République parlementaire avec Milo Đukanović comme président depuis pas longtemps. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ouais, mais par contre, il a été Premier ministre avant pendant quand même beaucoup de temps, hein. C'est vrai que des fois, on voit des gens, on se dit, oh, regardez, il est nouveau. Puis en fait, pas du tout. Tu vois qu'il a été au pouvoir pendant des années. Un peu coup dur, mais bon, après, c'est comme ça, hein. Après, avoir des dirigeants qui sont là depuis longtemps, il y a des qualités et des défauts. Parce que des défauts, peut-être qu'il est nul, mais après, des qualités, peut-être qu'il est bien, qu'il sait ce qu'il fait. Voilà. Mais après, peut-être que aussi, il commence à être vieux. Bon, il a 57 ans. Bon, ça va, c'est pas très vieux. 13 000 km², ouais, donc c'est vraiment tout petit. Voilà, c'est ici. Donc voilà, dans l'Union, le Monténégro a sa candidature à l'Union européenne en 2008. Mais bon, après c'est vrai qu'il y a quand même déjà beaucoup de pays en Union européenne, donc est-ce qu'on va accepter ce truc? Bon après, après quand même, le Monténégro c'est petit, quoi. C'est pas, t'acceptes ça, ça va pas être horrible, quoi. Population 661 000 habitants, dans cette petite densité. IDH très élevé quand même, hein, voilà. 49e, ouais, c'est pas mal du tout. Très bien, très bien. Indépendance de la Serbie et Monténégro, ouais. Donc qui était un pays. Ouais, bon, est-ce qu'on va vraiment rentrer dans l'histoire de la Yougoslavie parce que c'est un peu compliqué, hein. Il y a eu pas mal de batailles, de guerres, tout ça, voilà. À l'ancienne Serbie, hein. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que ça doit être quand même étonnant, hein. Vous vous rendez compte, vous êtes dans un pays et il y a genre une partie du pays qui se barre comme ça doit être, je sais pas, ça doit être bizarre à vivre. Vous imaginez si par exemple la Bretagne elle déclare son indépendance ou la Corse, enfin peut-être pas la Corse parce que la Corse c'est une île, c'est différent, mais si la Bretagne par exemple ou l'Alsace déclare son indépendance, ce serait bizarre. Enfin ça, ce serait comme si quelque chose se cassait quoi de votre pays, non? Je sais pas, ça doit être bizarre à voir. Bon, après, en France, bon, est-ce qu'on verra ça un jour? Peut-être, hein, peut-être que le futur sera différent, mais bon, je vous propose d'attendre avec moi et sur cette chaîne, et après on verra et on analysera tout ça, hein. Bon, alors, c'était c'était quoi qu'on regardait? Bon, on a vu Claude Monet, donc voilà, un homme de qualité encore, avec des nymphéas, voilà, qui peignait la nature. Le socialisme, ça c'est quand même un truc qui est un peu partout, donc en Ukraine, avec l'ukrainien, donc voilà, une langue parlée par 40 millions de personnes. Ivan Flanko, voilà, qui a traduit plein d'auteurs en ukrainien dans sa langue, voilà, un homme de qualité, qui a apporté le socialisme en Ukraine. Le prix de l'Europe, voilà, qui a été décerné à pas mal de pays, et donc à Ivano Frankivsk récemment. Donc voilà, une ville Luc qui a aussi eu son prix, voilà, sa qualité. La fleur de lys, évidemment, un symbole de la France. Tout ça à partir voilà, des hémérocales. Tout ça grâce aux hémérocales et la Serbie, Monténégro et l'indépendance des pays.
C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne vacances. Bisous.